Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Salut les rouflaquettes et on va parler d'un sujet pour lequel j'ai eu un regain de passion depuis quelques mois, c'est la photographie. Je m'y suis intéressé il y a quelques années, mais je sais pas, ça me plaisait, mais j'étais pas vraiment motivé à apprendre ou surtout à comprendre en fait certains points qui sont assez importants dans la photo. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qui se cache derrière des mots qu'on entend souvent quand on parle de photos, du genre capteur, diaphragme, exposition. Et normalement, à la fin de l'épisode, si quelqu'un vous dit ce portrait, je l'ai fait avec mon 50 mm f1.8 ouvert à 2 pour un meilleur piqué à 1/250 de seconde sans ISO et je trouve le bokeh vraiment dingue, mais normalement, cette phrase-là, vous devriez la comprendre à la fin de l'épisode. Donc même si ce que je dis, c'est valable pour tous les types d'appareils photo, imaginez-vous quand même selon l'épisode que je parle d'un réflexe. Les réflexes, c'est les appareils photo où en fait on peut changer les objectifs. Ce que je dis, c'est valable pour tous les appareils photo, même celui qui est dans les smartphones, mais c'est plus simple si on a la même image en tête. Donc on est parti et on va commencer avec photographie. Voilà, tout simplement pour définir un peu quelque chose d'assez important. Photographie, littéralement, ça veut dire écrire avec la lumière. Donc ça sert presque à rien de le savoir, mais je dis presque parce qu'une fois que vous savez ça, il y a un truc qui devient encore plus évident, c'est que sans lumière, il n'y a pas de photo. Donc vraiment, la lumière, c'est le cœur de la photographie, et c'est bien de jamais l'oublier, ça. Donc le deuxième mot qu'on va voir, c'est un des composants de l'appareil photo, et c'est ce qu'on appelle le capteur. En fait, le capteur, c'est la partie de l'appareil photo qui est sensible à la lumière. C'est un rectangle, sa taille dépend de l'appareil, et en fait, sur ce rectangle, il y a un quadrillage de cellules qui sont photosensibles. Donc des cellules qui sont sensibles à la lumière. Mais elles sont sensibles, en fait, pas n'importe quoi de la lumière, elles sont juste sensibles à l'intensité de la lumière. Donc, en gros, ces cellules-là, elles savent combien de lumière rentre, mais elles voient que en nuances de gris. Et en très très gros, pour que les appareils photo puissent voir des couleurs, en fait, les cellules elles sont regroupées par 3. Et sur ces groupes de 3, en fait, devant chaque cellule de ce groupe de 3, il y en a une où il y a un filtre pour qu'elle puisse voir que du rouge, l'autre un filtre pour qu'elle puisse voir le vert, et l'autre un filtre pour qu'elle puisse voir le bleu. Et comme ça, en fait, donc la première c'est la quantité de vert, la deuxième la quantité de rouge, la troisième la quantité de bleu. Et avec ces 3 cellules-là, on a quelle couleur doit apparaître sur la photo, en très gros. Et donc pour votre culture, l'ensemble de filtres là, devant les cellules, on appelle ça une matrice de Bayer. Il y a un réglage sur les appareils photo qui est directement associé au capteur et c'est ce qu'on appelle la sensibilité. Ce réglage, en fait, ça règle la sensibilité du capteur. Ça se mesure en ISO et en général, sur les appareils photo, ça commence à 100. Donc 100 ISO. Et à chaque fois qu'on monte d'un cran ce réglage, on double la valeur. Donc 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, etc. etc. Donc à chaque fois on double cette valeur, mais donc du coup à chaque fois qu'on monte le réglage d'un cran, donc si on passe de 400 à 800 ISO, en fait on double la sensibilité du capteur. Le capteur il est 2 fois plus sensible. Donc un capteur qui serait réglé sur 800 ISO, il a besoin de 2 fois moins de lumière pour faire la même photo qu'un capteur réglé à 400 ISO. Donc là, vous pouvez me dire, mais pourquoi on ne se règle pas toujours à la valeur maximale à chaque fois ? Et il y a 2 réponses. La première, c'est que selon les situations, le capteur est trop sensible. Et si le capteur est trop sensible, la lumière qu'il recevra sera trop forte pour lui et donc la photo sera toute blanche. La deuxième raison, c'est que plus on monte dans les ISO, plus on a de chances de faire apparaître de bruit. Le bruit en photo, c'est ce que vous voyez si jamais vous faites une photo, par exemple dans la pénombre avec un smartphone qui n'est pas trop récent, vous allez voir que dans les ombres de la photo, il y a des petites taches colorées, des petits bleus, des petits jaunes qui sont là. Et ça, c'est du bruit, et bien sûr, c'est quelque chose qu'on cherche à tout prix à éviter en photo, parce qu'en général, ce bruit, même toujours, ce bruit, ça veut dire qu'il y a une perte d'information dans la photo. Donc voilà, maintenant, vous savez ce que ça veut dire prendre une photo à 100 ISO. Troisième mot qu'on va voir, c'est aussi un composant de l'appareil photo, c'est ce qu'on appelle l'obturateur. L'obturateur, c'est le composant qui va gérer combien de temps le capteur va être exposé à la lumière.
En règle générale, il se compose de rideaux qui s'ouvrent et qui se ferment. Comme vous mettriez un rideau devant votre fenêtre pour couper la lumière. La seule différence, c'est que bien sûr, les rideaux de l'obturateur, ils sont totalement opaques, ce qui fait que quand ils sont fermés, il n'y a aucune lumière qui passe. Donc il y a aussi un réglage qui est associé à l'obturateur, c'est le temps d'obturation. On l'appelle aussi le temps de pause, le temps d'exposition. Et il arrive aussi d'entendre parfois parler de vitesse. Donc vitesse d'obturation, vitesse d'exposition. Mais c'est un terme qui est un peu impropre scientifiquement parlant. 3 mots rapidement pour vous expliquer pourquoi je trouve que c'est impropre. D sur T. Ça vous suffit pas? Bon, en fait, la vitesse, c'est une distance sur une durée. V égale D sur T. Quand vous roulez en voiture, vous parlez en kilomètres par heure. Dans la vitesse, il y a une notion de distance qui ne s'applique pas vraiment à un obturateur. Alors on pourrait dire qu'on parle de la vitesse à laquelle les rideaux se déplacent, mais même dans ce cas-là, c'est pas la vitesse de l'obturateur. Donc voilà, fin de la parenthèse sur ça. Le temps d'obturation, donc, c'est le temps qui s'écoule entre le moment où l'obturateur s'ouvre et le moment où il se referme. Concrètement, pour le photographe, quand vous prenez une photo, c'est le temps qui se passe entre le moment où le déclencheur est complètement enfoncé et le moment où la photo est finie d'être prise. En règle générale, les appareils photo d'entrée de gamme, ils peuvent faire varier le temps d'exposition entre 1/4 millième de seconde, ce qui est vraiment très très court, et plusieurs secondes. Là aussi, comme pour la sensibilité du capteur, ça marche par multiple de 2, et là aussi, donc à chaque fois qu'on monte la valeur d'un cran, on fait rentrer 2 fois plus de lumière ou 2 fois moins de lumière si on diminue la valeur d'un cran. Le temps choisi, ça dépend un peu le temps d'exposition qu'on choisit, ça dépend de la scène qu'on veut prendre. Par exemple, dans le noir, il faut exposer le capteur plus longtemps pour qu'il puisse avoir plus de lumière qui rentre dans l'appareil. En plein soleil, forcément, il faut un temps beaucoup plus court. Mais un temps d'obturation trop faible, ça peut entraîner des photos trop sombres. Donc si jamais on n'expose pas assez la photo, si jamais le capteur ne reçoit pas assez de lumière, ça peut être trop sombre. Par contre, si jamais le capteur reste ouvert longtemps, donc il peut y avoir des photos trop claires, mais aussi il peut y avoir des flous. Donc il peut y avoir 2 grands types de flous qui sont causés par ce temps d'obturation. On parle de flou de mouvement et de flou de bouger. Il y a un 3e flou qu'on verra plus tard, c'est le flou de l'objectif. Mais là pour l'instant, donc flou de mouvement, flou de bouger. Le flou de mouvement, c'est quand le sujet de la photo, il n'a pas la même position au début et à la fin de l'exposition. C'est-à-dire qu'en fait, il a bougé. Et voilà, typiquement, un enfant qui court, si jamais l'obturation, ou une voiture qui passe, si jamais votre temps d'obturation il est trop long, il va y avoir un filet à la place de votre sujet. Ou alors votre sujet va juste être flou là où tout le reste va être net. Et le flou de bouger, c'est quand c'est l'appareil photo qui a bougé pendant la prise de vue. Et quand il y a un flou de bouger, c'est toute la photo qui est floue. Donc si le flou de mouvement, lui, il peut être artistique, ça peut apporter quelque chose à la photo. Par exemple, ce que je vous disais, une voiture qui passe, la voiture peut être totalement floue pour donner cette impression de vitesse, ou alors on peut essayer de suivre la voiture avec l'appareil et du coup avoir une voiture nette et un arrière-plan flou pour donner cette impression de vitesse. Un flou de bouger, lui, par contre, forcément, ça veut dire que la photo, elle est ratée. Donc maintenant, vous savez ce que ça veut dire, prendre une photo à 1/250e de seconde. Le mot suivant, c'est un composant des objectifs, cette fois. On parle plus de l'appareil photo, on parle plus du boîtier, mais vraiment sur l'objectif. C'est le diaphragme. Le diaphragme, c'est un peu comme l'iris de votre œil, mais dans l'appareil photo. Lui, il peut s'ouvrir et se fermer pour faire entrer plus ou moins de lumière. Le réglage de l'ouverture du diaphragme, on peut le régler du coup, et ça se note sous une forme de fraction, c'est un petit f sur une valeur, mais les photographes, ils disent jamais f sur la valeur, ils disent toujours f la valeur. C'est-à-dire que on va pas dire qu'on est ouvert à f sur 2, on va dire qu'on est ouvert à f2. Et si jamais c'est une valeur qui est à virgule, on va dire par exemple ouvert à f3.5 ou f5.6. On va pas dire f sur 3.5 ou f sur 5.6. Donc le fait que ce soit une fraction, en fait, ça a une incidence qui est souvent source de confusion pour les débutants, parce qu'une petite valeur, ça veut dire une grande ouverture. Par exemple, f1.8, c'est une très grande ouverture, ça laisse passer beaucoup de lumière, et f22, le nombre est plus grand, mais pourtant c'est une petite ouverture, ça laisse passer moins de lumière. Et donc, comme pour les ISO ou comme pour le temps d'obturation, à chaque fois qu'on augmente l'ouverture d'un cran, on double la quantité de lumière. Et si on diminue d'un cran, on divise par 2 la quantité de lumière.
Par exemple, si on passe de f8 à f5.6, eh bien, on double la quantité de lumière. Jouer avec l'ouverture, ça change bien sûr la quantité de lumière, comme je viens de le dire, qui rentre, qui touche le capteur. Mais en plus, ça change autre chose, ça change quelque chose qui s'appelle le plan focal. Alors le plan focal, qu'est-ce que c'est ? C'est en gros la zone de netteté de l'image. Imaginons que vous vouliez prendre une photo et que sur la scène que vous voulez prendre en photo, au premier plan, vous avez un banc, au deuxième plan, un arbre, au troisième plan, une rivière et au quatrième plan, une chaîne de montagnes avec le ciel. Un banc, un arbre, une rivière et les montagnes. Le plan focal, c'est la distance de la photo qui sera nette dans la profondeur de votre scène. Pour faire simple, une grosse ouverture, ça fait un plan focal court. Donc avec une grosse ouverture, si vous faites la mise au point sur le banc, par exemple, tout le reste, ça sera flou. Si vous faites la mise au point sur la rivière, le banc, l'arbre et les montagnes seront flous, etc. Et à contrario, une ouverture suffisamment faible, ça fait un plan focal très long. Et du coup, toute la photo sera nette. Peu importe où vous faites la mise au point, en fait, si vous faites la mise au point correctement, vous aurez le banc, la rivière, l'arbre, les montagnes qui seront nettes. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas toujours une petite ouverture ? Là aussi, il y a deux raisons. La première, c'est qu'une petite ouverture, ça veut dire peu de lumière qui rentre. Et dans un endroit peu éclairé comme en intérieur, ça veut dire que la photo peut être sous-exposée ou peut être noire. Et la deuxième raison, c'est que le flou qui est en dehors du plan focal, en dehors de la zone de mise au point, ce flou, qui est le flou de l'objectif dont je parlais tout à l'heure, il n'est pas forcément gênant. D'ailleurs, si vous regardez les derniers téléphones, les iPhone 11, les Samsung Galaxy 10 et autres modèles, l'appareil photo, il a un mode portrait. Et quand vous prenez une photo en mode portrait, en général, ça floute l'arrière-plan. Ce flou-là, il est artistique, il est beau. Ça permet en fait de détacher le sujet, donc la personne qui est prise en photo, du reste. Donc le regard se porte plus facilement sur lui. Et c'est ce qu'on appelle un bokeh. Donc là maintenant, vous savez ce que ça veut dire prendre une photo à une ouverture à 2. Avant de voir d'autres termes par rapport à l'objectif, maintenant que vous êtes familier avec sensibilité, temps d'obturation et ouverture, je vais expliquer un mot technique qui est très important en photo et c'est l'exposition. L'exposition, c'est la quantité de lumière qui entre dans l'appareil photo. On parle de photo bien exposée quand on voit tout ce qu'il y a à voir correctement. On dit qu'une photo elle est sous-exposée quand elle est un peu sombre, qu'elle est surexposée quand elle est un peu trop claire. Si des éléments de la photo sont complètement noirs sans détail, on dit que les noirs sont bouchés. Et si des éléments sont complètement blancs sans détail non plus, on dit que les blancs sont cramés. Et du coup, pour régler l'exposition, on peut jouer avec nos 3 réglages. On parle du triangle d'exposition. Donc le triangle d'exposition, c'est sensibilité, temps d'obturation et ouverture. Parce que imaginons par exemple que vous prenez une photo, elle est bien exposée, donc tout ce qu'il y a à voir sur la photo, on voit correctement, il y a assez de lumière. Mais par contre, il y a un peu de flou de mouvement. Le sujet, il est un peu flou parce qu'il a bougé. Du coup, je peux baisser mon temps d'obturation de 2 crans. Donc du coup, comme je baisse de 2 crans, j'ai 2 fois moins de lumière qui rentre. Donc si jamais je reprends une photo comme ça, la photo va être sous-exposée, elle va être un peu noire. Par contre, je peux augmenter d'1 cran ma sensibilité et je peux ouvrir d'1 cran mon diaphragme. Du coup, là aussi, j'ai 2 fois plus de lumière qui rentre. Et du coup, ça compense. Et la photo, elle est bien exposée. Et comme je prends avec un temps d'exposition plus faible, j'ai moins de chances d'avoir un flou de mouvement. Donc voilà pour l'exposition. On va voir une autre notion importante pour les photographes, c'est ce qu'on appelle le piqué. Le piqué, c'est la netteté de l'image. Enfin, c'est pas vraiment la netteté parce que ça n'a rien à voir avec une mise au point réussie ou ratée. C'est plutôt la qualité de la netteté de l'image. C'est-à-dire qu'il y a des fois, je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait, vous regardez une photo et la netteté, elle est tellement belle que vous avez presque l'impression que c'est du réel que vous voyez. Et d'autres fois, même si la mise au point elle est réussie, vous avez l'impression de voir sur la photo des grains, comme si la photo était faite avec un genre de sable, ou je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ces grains-là, c'est pas du bruit comme on peut en avoir dans la sensibilité ISO, c'est du grain. Voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle. Un truc à savoir sur le piqué, c'est que le piqué, c'est une propriété qui est à l'objectif, quoi. Ça dépend pas du tout de l'appareil photo que vous avez, ça dépend vraiment de l'objectif qui est devant. Ça dépend bien sûr de la qualité du coup de l'objectif,
Ça dépend aussi de son ouverture. Parce qu'en règle générale, un objectif n'a pas son meilleur piqué à son ouverture maximale. C'est-à-dire que si je prends un objectif où l'ouverture maximale c'est 1.8, bon ben à 1.8, peut-être que l'ouverture elle sera pas, peut-être que le piqué il sera pas très très bon et peut-être qu'il vaudra mieux aller à 2 ou plus pour avoir un meilleur piqué. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire pour le piqué et pour le grain. Le dernier mot qu'on va voir, je crois, c'est la focale. Donc la focale, c'est la valeur en millimètres qu'il y a sur l'objectif. Et en gros, c'est la distance qu'il y a entre le capteur de votre appareil photo et la lentille de l'objectif. Pour reconnaître un objectif, on donne deux valeurs, sa focale et son ouverture maximale. Par exemple, le 50 mm f1.8. Le 50 mm f1.8, c'est un objectif. La lentille elle est à 50 mm du capteur et le diaphragme peut s'ouvrir au maximum à 1.8. Comme il n'y a qu'une seule valeur, ça veut dire que l'objectif est ce qu'on appelle une focale fixe. Et s'il y a plusieurs valeurs, comme par exemple le 18-55 3556, déjà vous remarquez qu'on ne prononce plus le millimètre. Et en plus, ça veut dire que l'objectif est ce qu'on appelle un zoom, c'est-à-dire que la focale est variable. Dans l'exemple du 18-55, la focale peut varier entre 18 mm et 55 mm. Attention, zoomer là, dans ce sens-là, quand on dit qu'on appelle ça un zoom, ça veut vraiment dire qu'on peut déplacer on peut changer la focale. C'est pas forcément grossir. Il y a des zooms aussi, il existe des objectifs zoom qui ne grossissent absolument pas l'image. Donc, ok, je vous ai dit ce que c'était la focale, mais en gros, à quoi ça sert ? En très très gros, plus vous avez une focale courte, plus vous avez un grand angle de prise de vue. C'est-à-dire qu'une focale très très courte, ça fait un fisheye, un peu comme vous pouvez voir sur certaines GoPro par exemple, selon comment elles sont réglées. Ou alors tout simplement un objectif fisheye qui donne vraiment une vue à 360 degrés. Et plus la focale est longue, plus votre champ de vision est étroit, et ce qui fait que vous allez vraiment agrandir dans la photo et zoomer au sens conventionnel de ce qu'on peut entendre pas dans le milieu de la photo justement. Donc voilà, courte focale, ça veut dire grand angle de vue, et focale longue, ça veut dire gros zoom. Faut savoir que plus la focale est longue, en fait, la focale, ça joue aussi sur un autre facteur, ça joue aussi sur le plan focal. C'est-à-dire que plus la focale est grande, plus le plan focal est court. Et le plan focal, rappelez-vous, on en a parlé quand on a parlé du diaphragme, c'est la zone de netteté. Donc, avec toutes les explications que je vous ai données pendant l'épisode, là, vous avez les clés pour comprendre la phrase que je vous ai donnée au début. Je vous la redonne. Au début, je vous ai dit, ce portrait, je l'ai fait avec mon 50 mm f1.8 ouvert à 2 pour un meilleur piqué, à 1/250e de seconde sans ISO, et je trouve le bokeh vraiment dingue. Donc, on va analyser les phrases bout par bout. Le début, ce portrait, ça, vous devriez déjà l'avoir avant l'épisode. La photo, c'est un portrait. Je l'ai fait avec mon 50 mm f1.8. Ça veut dire que l'objectif monté sur l'appareil photo avait une focale de 50 mm et une ouverture maximale de 1.8, donc une très grande ouverture. Ouvert à 2 pour un meilleur piqué. Le diaphragme était ouvert à 2 parce que la photo aura une meilleure netteté qu'à l'ouverture maximale 1.8. À 1/250e de seconde, ça veut dire que l'obturateur a laissé passer la lumière pendant 1/250e de seconde. 100 ISO, ça veut dire que la sensibilité du capteur était réglée sur 100 ISO. Et je trouve le bokeh vraiment dingue. Une ouverture à 2, c'est une grande ouverture. Donc le plan focal est court, ce qui veut dire que l'arrière-plan est très flou, ce qui est souvent très beau pour un portrait. Donc c'est la fin de cet épisode, j'espère que ça n'aura pas été trop d'informations d'un coup. Si le sujet vous intéresse, mais que ça vous semble encore flou, n'hésitez pas à réécouter partie par partie l'épisode pour bien tout intégrer. Moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier de m'avoir écouté jusque-là, et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Salut les rouflaquettes. Des bisous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner pour n'en rater aucun. Suivez-moi sur Facebook, suivez-moi sur Twitter, suivez-moi sur Instagram, ne me suivez pas dans la rue, et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Salut les rouflaquettes.